Et il arrive un moment où Fouquet ne parvient plus. Donc il y a des moments où Mazarin veut se débarrasser de Fouquet, considérant qu'il n'est pas suffisamment docile. Et dans un état de fébrilité, de crise, eh bien Fouquet a jeté sur le papier un plan de défense un peu incohérent d'ailleurs. Il y a des personnages qui apparaissent à différents moments avec des fonctions très très différentes et contradictoires. Mais donc c'est un plan de défense qui sera revu et corrigé 2 ans plus tard, en 1659. Et l'idée du roi, la crainte de Louis XIV, c'est qu'en fait ce plan de Saint-Mandé soit toujours valable. Il s'agissait en substance de mobiliser tous les fidèles pour Fouquet de mobiliser tous les fidèles, et on les met dans les places fortes dont il disposait, dont Belle-Île, qui devait au fond résister à un éventuel coup de force contre Fouquet. Enfin, bref, c'est vrai que Belle-Île, le Mont-Saint-Michel, Tomblaine, il y avait un certain la forteresse de Ham en Picardie. Tout cela toutes ces fortifications devaient fermer leur pont-levis et puis se déchaîner, semer la guerre civile. Il y avait de quoi faire peur quand même à Louis XIV. Il faut rappeler quand même que la fronde n'est pas loin, que c'était entre autres une fronde de la noblesse et des grands, et Louis XIV aurait pu craindre justement que ce plan au fond serve de prétexte ou en tout cas de moyen de soulèvement contre son pouvoir. Alors il est déjà décidé en fait Louis XIV à se débarrasser de Fouquet. Il ose pas trop, il a un petit peu peur, il n'a pas envie non plus que les finances s'effondrent si le surintendant s'en va, il va l'arrêter. Mais avant de l'arrêter, il s'est passé quelque chose de très important qui s'est produit le 17 août 1661, et là ça montre très bien la duplicité du tout jeune Louis XIV. Il se rend dans une immense fête, une extraordinaire fête, organisée par Fouquet dans son château de Vaux-le-Vicomte, et on a dit que, au fond, si Louis XIV s'en est débarrassé 3 semaines après, c'est parce qu'il était jaloux des fastes déployés par Fouquet et d'une fortune dont lui-même, Louis XIV, ne disposait pas. Certainement pas. La fête de Vaux se passe le 17 août, vous venez de le dire, mais la décision d'arrêter Fouquet a été prise le 4 mai, donc longtemps avant. Le 4 mai, c'est sous l'instigation de Colbert, Louis XIV décide de se débarrasser de Fouquet, du surintendant. Le 15 juin, aux environs du 15 juin, grâce à des informations montrant que Fouquet continue de fortifier la place forte de Belle-Île, de la fortifier secrètement pour en faire à la fois une base navale, comme je l'ai dit, et en même temps une place de sûreté, Louis XIV décide de le faire enfermer et de lui faire son procès avec tous les financiers qui à sa suite. Donc on est le 4 mai, le 15 juin, on est bien avant cette fête du 17 août, où en effet le roi a été ébloui. Mais c'était pas la première fois qu'il venait à Vaux. Il était déjà venu en 1659, il y était revenu l'année suivante avec la reine en 1660. Donc il connaît Vaux. Il a été quand même ébloui, fasciné pas tellement par le château, par les jardins, parce que les jardins de Versailles n'existent pas. Les jardins des Tuileries, c'est quelque chose de dérisoire, ou de Saint-Germain. Là, c'est la fascination de l'eau, des eaux jaillissantes, cascadantes, tout ce qu'on retrouvera à Versailles. Mais en même temps, se il se trouve dit, déjà en je modèle. vais faire ça un peu plus tard. Versailles n'existe pas. Enfin, c'est un tout petit château encore. Mais quand même, par exemple, vous le dites, en sortant de cette fête, il parle à sa mère, Anne d'Autriche, et il dit, est-ce que nous ne ferons pas rendre gorge à ces gens-là? Il est furieux contre ces gens d'argent qui possèdent, il faut bien le dire, qui possèdent l'État, l'État qui est débiteur vis-à-vis d'eux. C'est quand même aussi, Fouquet, il l'incarne parce que il appartient à la noblesse de robe, enfin, il est fils de la très grande bourgeoisie, c'est pas un aristocrate d'épée, mais il incarne toute une population de grands financiers, de gens très riches qui tiennent l'État en main, en fait. Oui, absolument. En tout cas, il fallait s'en débarrasser, c'est ce qui va être fait justement. Louis XIV se garde bien de laisser montrer ses intentions à Fouquet. Il était vrai que l'arrestation de l'homme le plus puissant de France était une opération risquée et qui ne pouvait être confiée qu'à un homme sûr, et pas n'importe lequel, le plus célèbre mousquetaire de l'histoire. Monsieur d'Artagnan, la mission que je vais vous confier devra être tenue secrète jusqu'à ce que vous l'ayez menée à son terme. Ensuite, au contraire, je souhaite qu'on lui donne le plus d'éclat possible. Arrêtez M. Fouquet quand il sortira du conseil. M. Colbert vous donnera le détail de mes instructions. À vous revoir, M. d'Artagnan. Voici les ordres écrits signés de Sa Majesté. Vous prendrez bien garde de ne point quitter de vue M. Fouquet dès l'instant qu'il sera arrêté, en sorte qu'il ne puisse détourner aucun papier. Le prisonnier devra être transféré à Angers. Vous lirez le reste. Bien, Monsieur l'Intendant, vous pourrez assurer le roi que ces ordres seront ponctuellement exécutés.
c'était donc l'arrestation de Fouquet le 5 septembre 1661, pas par n'importe qui, par d'Artagnan. Oui, parce que normalement, Fouquet aurait dû être arrêté par le capitaine des gardes du corps, Monsieur de Gesvres. Mais il se trouve que Monsieur de Gesvres était un pensionné de Fouquet. Et donc, Louis XIV a choisi, probablement sur le conseil de Colbert, son sous-lieutenant des mousquetaires, qui est donc Charles de Batz de Castelmore, chevalier d'Artagnan. À ce moment-là, il s'appellera comte d'Artagnan un peu plus tard. Mais un personnage d'une fidélité absolue, qui a rempli diverses missions, des missions secrètes pour Mazarin pendant la Fronde, et qui a été promu au régiment des gardes d'abord, comme capitaine, et puis ensuite donc à la tête de cette compagnie des mousquetaires qu'on avait reconstituée en 1657. Oui, et que Dumas, sur lequel Dumas écrira beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il a parlé d'ailleurs de l'arrestation de Fouquet, mais oui, d'Artagnan, bien sûr. Parfois, Dumas l'a tellement... on l'a tellement fait un personnage de légende qu'on ignore qu'il a joué un rôle réel et important donc dans cette arrestation de Fouquet. Autre précision, Jean-Christian Petit-Fils, qui n'a pas lieu à Paris. C'est à Nantes. C'est à Nantes, là où justement Fouquet avait ses principaux établissements, et le roi l'a dit, Monsieur Fouquet voulait se faire duc de Bretagne et des îles adjacentes, j'ai voulu le frapper dans le lieu où il se croyait le plus fort. À Nantes, donc on prend le prétexte de la tenue des États provinciaux de Nantes, de la Bretagne, pour arrêter Fouquet. C'est une véritable opération militaire qui est montée avec des troupes et puis cette compagnie de mousquetaires qui arrête Fouquet. C'est le premier geste important de Louis XIV, maintenant qu'il gouverne. D'abord, il est bien décidé à ne plus avoir de surintendant. Il n'y aura même pas de Premier ministre, je crois. C'est le début, au fond, de la monarchie absolue, Jean-Christian Petit-Fils. Voilà. Alors, à la mort de Mazarin, il avait annoncé qu'il n'y aurait plus de Premier ministre. Au fond, Fouquet avait voulu s'imposer avec son clan, avec son réseau, comme Premier ministre, malgré tout. Et donc, c'est un nouvel avertissement à l'opinion. Il n'y aura pas de Premier ministre. Et non seulement il n'y aura pas de Premier ministre, le roi l'annonce aussitôt après l'arrestation de Fouquet, il n'y aura plus de surintendant. Je serai mon propre surintendant, c'est-à-dire mon propre ordonnateur des finances. Bien sûr, j'aurai à côté de moi quelqu'un qui travaillera, et ça sera naturellement Colbert. Et personne pour me faire de l'ombre, à moi, le roi Soleil, bien entendu. Alors, suit un procès, 3 ans après, il y a une instruction très longue, un procès parfaitement scandaleux, dites-vous, avec des détournements de pièces, subornation de témoins, de registres, pression de l'État qui voulait la mort de Fouquet. Alors, il y a un personnage sympathique qui est le juge d'Ormesson qui parvient à n'obtenir, si je puis dire, que le bannissement. Alors, ça embêtait beaucoup Louis XIV qui n'avait aucune envie de voir Fouquet à l'étranger, s'agiter à l'étranger, et il le gracie, si je puis dire, il utilise son droit de grâce pour remplacer le bannissement en prison à vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cas unique, vous le dites, de grâce qui va aggraver le cas. C'est une grâce à l'envers, oui, absolument. Le roi ne peut pas... Et ça se comprend aussi, le roi ne peut pas laisser libre un homme tel que Fouquet, qui a une telle puissance, de tels réseaux. Ça serait automatiquement quelqu'un qui focaliserait toutes les oppositions. Donc, il faut absolument le mettre à l'écart. Ce qui est assez choquant, c'est qu'évidemment, là, il a connu une véritable prison, et une prison très dure, en tout cas au début, à la forteresse de Pignerol, au donjon de Pignerol, donc qui est une petite place forte française dans l'Italie du Nord, où il est resté jusqu'en 1680. Il est parti en 1665, et jusqu'à sa mort en 1680, il est resté à Pignerol. Au secret, pratiquement, à tel point qu'on a cru que c'était lui le masque de fer, pardon. Voilà, oui, alors c'est une légende. Là, il est mort le 23 mars 1680. Il y a absolument aucun doute là-dessus. À la fin, d'ailleurs, Louis XIV avait atténué la rigueur de son emprisonnement, et il avait pu revoir ses enfants, revoir sa femme, et on disait qu'il aurait été libéré. Quelle déchéance pour l'homme dont la devise était jusqu'où ne montera-t-il pas? Il monte très haut, il dégringole, il passe les 20 dernières années de sa vie en prison, et avec une réputation encore sulfureuse. Vous le réhabilitez un peu dans votre livre, Jean-Christian Petit-Fils. Il n'était pas aussi corrompu que cela. Non, je pense que c'est un personnage, encore une fois, multiple, et très difficile à saisir, mais qui a qui fascine, et qui fascine encore aujourd'hui. Et un personnage que l'on retrouve dans votre livre, Fouquet, qui vient d'être réédité chez Perrin dans la collection Tempus. Vous êtes également l'auteur, Jean-Christian Petit-Fils, d'autres biographies dont on a beaucoup parlé. Vous êtes même venu à cette antenne nous en parler. Un Louis XIV qui a été publié en poche, et Louis XVI également, édité chez Perrin.
À lire également un livre de Paul Morand qui a été réédité en 2002 chez Gallimard dans la collection Folio Histoire. C'est une histoire romancée de Fouquet, Fouquet ou Le Soleil offusqué. C'est un beau titre de Paul Morand, donc chez Gallimard, collection Folio. Vous avez pu entendre des extraits de La prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini, avec Jean-Marie Pat dans le rôle titre et Pierre Barra dans le rôle de Fouquet, est disponible en DVD chez MK2. Vous pouvez retrouver toutes ces références, vous le savez, en contactant le service des relations auditeurs au 32 30, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était La chute de Fouquet, réalisée par la surintendante de 2000 ans d'histoire, la vicomtesse Comilac, et aux manettes, Philippe Duclos, Sandrine Laurent, à la documentation, Claire Tesser et Camille Poux-Jalaguier. C'était donc 2000 ans d'histoire, la disgrâce de Fouquet, une émission diffusée le 13 septembre 2005.